Madame, Monsieur, bonsoir. Elle n'est pas la seule à subir le calvaire de la maladie qui la ronge depuis bientôt 3 ans aujourd'hui. Bon nombre de personnes comme elle sont également dans cette même situation, mais n'ont pas la possibilité d'aspirer au bonheur, faute de moyens financiers. Micheline, que vous allez découvrir sur ce plateau, souffre. Elle souffre énormément depuis 3 ans déjà, et le seul fait qu'elle se retrouve sur ce plateau, dit-elle, est un début de solution à la maladie qui la ronge depuis des années. Madame, Monsieur, une fois encore, bienvenue à cette autre édition de Regard Social. C'est sur Equinox Télévision. Je vous l'ai dit, elle est donc sur ce plateau avec nous. Elle va nous expliquer ce qui lui est arrivé. Peut-être, si elle a une idée. Micheline Kamga, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes âgée de 31 ans. Je suis âgée de 31 ans. Et qu'est-ce qui vous amène ici? C'est ma maladie, le pied. Le pied, ça fait... Le pied, ça fait 3 ans de cela que je souffre de ça. Ça a commencé quand j'avais 28 ans. Aujourd'hui, ça fait 3 ans, j'ai 31 ans aujourd'hui. Je suis partie d'hôpital en hôpital, dans les hôpitaux, un peu de partout. Et faute de moyens, je n'ai pas eu de l'argent pour l'opération. On a demandé, partout là où je pars, on dit qu'il faut l'opération. Faute de moyens, je n'ai pas eu de l'argent pour l'opération. Alors, dites-nous, comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé à faire mal, à m'amener le palu, à enfler doucement, petit à petit. Vous étiez, en tout cas, il y a peut-être avant ces 3 années, vous étiez une femme normale, en santé? Oui, j'étais en santé, je n'avais pas de problème. Je n'avais pas de problème. Un bon jour, un soir, je rentre, je me couche, parce que je faisais le marché. Je me couche, la nuit, ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer, ça m'amène le palu. Ça m'amène le palu, c'est comme ça que ça a commencé. Le matin, le pied était déjà enflé. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je suis allée à l'hôpital, ils ont prescrit les injections. On m'a injecté, ils ont prescrit les examens à faire. J'ai fait, ils ont prescrit les remèdes. Je suis rentrée. Il n'y a pas eu un choc avant? Non, rien du Le tout. jour où vous étiez au marché? Oui, je suis rentrée du marché. Je n'avais rien. J'avais mes 2 pieds normaux. Je suis rentrée, je marchais bien, j'arrive à la maison. Le palu a commencé. Le palu a commencé la nuit, là, c'est venu avec un fort palu. Un palu très fort. Oui, c'est comme ça que le pied a commencé à chauffer. Le matin, avec le palu, il fallait que je suis allée à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ils m'ont prescrit les remèdes pour le palu et prescrit les injections qu'ils ont injectées. Ils m'ont demandé de rentrer et de prescrit les examens que je devais recommencer. Je devais commencer à le faire. J'ai fait les examens, ils m'ont prescrit les remèdes et je suis rentrée à la maison. C'est comme ça là que je bois les remèdes, ça calme un peu. Et puis ça recommence. Ça ne finissait pas totalement. Ça commence encore, ça fait mal tellement, tellement, tellement. Au fur et à mesure, ça grandit jusqu'à nos jours-ci, comme vous êtes en train de voir aussi. Alors, vous êtes allé à l'hôpital, vous avez fait le tour des hôpitaux, dites-vous, et que on vous a prescrit des médicaments. Et les médecins disaient que c'était quoi? Quand ça a commencé à enfler, ils n'ont pas dit ce qu'il s'agissait. Ça a commencé à enfler. Quand j'ai fait les examens, ils ont dit que ça peut être un début de microfilet qui est dans le sang. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils ont prescrit les remèdes, je prenais les remèdes. Et au fur et à mesure, ça grandissait, ça pourrissait. Ça pourrissait, ça avait tellement les blessures. C'est de là maintenant qu'ils m'ont prescrit, ils m'ont interné à l'hôpital La Quintini. Ils m'ont interné à l'hôpital de la Quintini, là où j'ai fait 1 an, 6 mois à l'hôpital La Quintini. Oui, parce que ça... Il n'y a pas eu de solution, faute de moyens, dites-vous? Il n'y a pas eu de solution, faute de moyens, parce que ça avait un gros creux de blessure là devant, comme vous voyez aussi là. Ça ne faisait que pourrir. Ils ont soigné le creux de blessure. Ils m'ont demandé de rentrer à la maison. Ça va finir, progressivement, ça va finir, tout simplement. Et je suis rentrée, j'ai fait les 1 an, je suis rentrée. Et au fur et à mesure, mon pied ne fait que grandir. Grandir comme vous voyez là. Bateau là où je suis rentrée, ils m'ont demandé
qu'il faut l'opération et faute de moyens, on n'a pas eu les moyens pour le faire, pour l'opération. Ça ne fait que grandir de jour en jour, comme vous voyez là. De jour en jour, de jour en jour. Pourquoi vous pleurez? Parce que moi-même, je suis dépassée. Je ne sais plus. Je suis dépassée par rapport à cette maladie qui me ronge depuis des années. Je ne sais plus comment faire de ça. Vous aviez une vie paisible avant? Oui. Vous étiez mariée? Oui. Et vous êtes une maman de 2 enfants? Oui, je suis maman de 2 enfants. Oui. Bien avant ce qui vous traumatise aujourd'hui? Oui, j'avais une vie normale, je n'étais pas malade, je n'avais pas cette maladie. J'avais mes 2 pieds normaux. Alors, ça fait 3 ans que vous êtes dans cette situation. Vous ne trouvez pas la solution. Oui, ça Vous vous fait... êtes dit quoi? Que ça venait d'où? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. Moi-même, je ne sais pas. Un bon jour, la maladie commence, le pied ne fait qu'enfler, comme vous voyez là. Moi-même, je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Ça a commencé comme ça. J'avais mes 2 pieds normalement. Un jour. Vous sentez mal? Oui, ça fait tellement mal. Ça pourrit. Je ne peux pas marcher. Je ne peux rien faire. Même ne serait-ce qu'aller me laver, c'est difficile. C'est difficile. Je ne peux rien faire. Vous m'aviez dit que si vous venez à Regard Social, c'est un début de solution pour vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, vous avez évalué le poids que ça fait? Combien de kilos à peu près? Moi, je ne sais pas. Je sais seulement que c'est là, ça pèse. Je ne sais pas, monsieur. Je sais que je ne peux pas marcher. Je ne peux rien. Et ça pèse. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que votre famille dit? Ma famille, ils ont dépensé à la Quintini. Ils ont fait tout. Là, maintenant, là, on est dépassé parce qu'il n'y a même plus d'argent pour soigner. On est dépassé par rapport à ça. Vous avez une autre vie en dehors de la maladie, une vie sentimentale quand même. Vous avez quelqu'un avec qui vous vivez? Oui, j'ai quelqu'un avec qui je vis, mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas Il ne vous facile. aide pas aussi? Il m'aide beaucoup. C'est pas facile pour moi. C'est pas facile pour moi. C'est surtout pour moi. Parce que c'est lui qui m'aide. Il me fait tout bon. C'est pas facile pour moi aussi du tout de rester toujours dedans. De rester toujours à la maison. À regarder mon pied. Ce n'est pas facile. Vous êtes sur le plateau de l'Espoir et lorsqu'on vous a dit que votre cas allait être traité à Regard Social, vous avez souri un peu, comme pour dire quoi? Que c'est un début de solution? J'ai souri parce que, oui, comme pour dire que c'était un début de solution, comme c'est là. Vous allez regarder cette caméra, vous parlez à ceux qui sont là et qui vous regardent. Vous leur dites quoi par rapport à votre maladie? Par rapport à ma maladie, je dis que s'il vous plaît, que toutes les mamans, tous les papas qui me regardent à ce moment, tous les gens de bonne volonté, qui puissent vraiment m'aider, je vous en supplie, qui puissent vraiment m'aider. C'est que je peux vous demander que s'il vous plaît, tous les hommes de bonne volonté, que vous puissiez vraiment m'aider afin que je puisse retrouver aussi ma guérison.
Qu'est-ce que vous dites souvent à vos enfants? Que c'est une maladie qui a commencé simplement? Oui, je le dis. Ils ne vous posent pas des questions? Ils ne posent pas de questions parce qu'ils savent que j'avais mes 2 pieds normaux avant. Ils ne posent pas, ils demandent seulement maman, ça fait trop mal. Maman, ça va, maman, il faut plus pleurer. Maman, ça va aller quand il commence à pleurer. Ma fille, elle se met aussi, il se met aussi, elle se met aussi à pleurer. Pleurer, c'est là où je me cache même parce que je ne veux même pas que ça l'affecte aussi. D'accord. Vous allez essuyer vos larmes parce que vous êtes adressé à ceux qui ont la main sur le cœur et qui ont pitié et qui savent ce que c'est la difficulté. Ils vont certainement réagir puisque très souvent, ils l'ont souvent fait et que c'est un début de solution, le seul fait de venir sur ce plateau. Nous allons vous inviter à suivre un grand reportage qui retrace d'ailleurs le quotidien de Micheline, d'une œuvre réalisée avec la caméra du chef opérateur Samuel Tchoufa. Donc je vous invite à suivre ce grand reportage-là. Et juste après, nous allons recevoir les experts pour la deuxième partie. Le jour se lève à peine dans la capitale économique du Cameroun. Nous sommes à Douala. L'équipe de regard social, sous l'œil de la caméra du chef opérateur Samuel Tchoufa, est déjà sur le terrain des cas sociaux. Pour cette autre découverte, l'équipe se rend au quartier Mboko, à un jeu de pierre de Mbanga Pongo, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Micheline Kamga occupe un studio, chambre et salon. Elle partage cet espace avec sa fille et son voisin de lit. C'est le seuil de sa porte. Entends les cris des mon cœur qui implorent ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais lire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, je peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur. Pour calmer la douleur, Micheline est obligée de poser le vernis. Une sorte d'occupation accessoire. Quand je prends le vernis, ça m'essaie d'oublier un peu la douleur de mon pied parce que ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal déjà que je n'arrive même pas parfois à parler même. Donc quand je prends le vernis, quand ça me fait un peu de ne pas réfléchir, de ne pas trop pleurer par rapport au pied parce que ça fait tellement mal. Et là où je suis comme ça, là je mets comme ça. Parfois je laisse même, je continue toujours à pleurer. Quand je fais comme ça pour essayer d'avoir quelque chose, d'avoir que ça me distrait un peu, ça m'enlève un peu le stress pour ne plus trop réfléchir. Parce que ça me rappelle l'ancien temps quand j'avais mes 17 ans, 21 ans. Et depuis que le pied ici a commencé comme ça, là, ça me fait toujours réfléchir, ça me fait pleurer. Je passe mes journées à pleurer, 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 pleurer. Ce précieux service, agrée nos sacrifices, car le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités. Elle a bénéficié d'une Bible depuis bientôt 1 an. La parole de Dieu qu'elle lit, dit-elle, la console. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, nous te le prions. Les témoins de Jéhovah, ça fait 1 an qui sont venus me donner la Bible, c'est là que je lis de temps en temps et que je lis, je prie, je prie parce que Dieu va exaucer mes prières, que j'essaie de lire ça souvent. Brice est le bailleur de la mini-cité. Le processus de location du studio à Micheline n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle est arrivée ici il y a cela 2 ans et demi. Au moment où Razel avait cassé la route, on les a cassés. Et elle a cherché la maison pour louer. Ils sont donc arrivés ici. Son mari est d'abord venu, il a rassuré le studio.
Et bien après, elle est venue. Quand elle arrive, donc, bon, nous, on a constaté son mal qu'elle avait. C'était difficile au début de vivre avec elle, très difficile. Parfois, quand elle nous appelait, moi particulièrement, quand elle m'appelait même, pour entrer chez elle, j'avais cette crainte parce que je voyais son pied, ça me donnait une frayeur, je veux dire, qui me frayait. Bon, je n'avais pas encore vu un truc de ce genre dans ma vie. C'était la première fois que je vois quelqu'un dans un tel état. Et je me disais à un moment c'était contagieux et j'avais peur de l'approcher, oui, il était contaminé. Même quand elle m'appelait, elle a constaté ça elle-même. Parfois quand je l'ai entrée chez elle, elle me donnait une paire de babouches de porter. Bon, par la grâce de Dieu, j'ai eu le courage de l'affronter et je me suis adapté avec elle. Je vis au quotidien avec elle comme ma grande soeur, comme toute personne naturelle et je l'aide quand il faut. On a noué une relation qu'on est devenu comme une famille ici, mais ça n'a pas été du tout facile. Au fil des jours, Brice est classé parmi les personnes qui donnent des coups de main à Micheline. Tout comme Honorine, une autre locataire de cette mini-cité, elle avoue avoir développé une sorte de solidarité pour aider à sa manière cette femme malade et qui peine à se mouvoir. Quand je l'ai trouvée, elle m'a fait part de sa maladie. Et vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Chaque matin, quand je vais marcher, il faut qu'elle la salue. Je demande, tu as besoin de quelque chose? Elle me dit oui. Je prends son argent, je fais son marché. À notre niveau, bien sûr. Des fois, quand j'ai fini de cuisiner, je demande, tu en as besoin? Elle me dit oui. Je lui sais à manger, tout comme elle donne aussi à mes enfants. Vraiment, on vit bien ici avec elle. Ça m'a vraiment touchée. Vraiment, ça m'a vraiment touchée. C'est pas beau à voir. Le premier contact avec elle, ce n'était pas facile. Vu de son état, ça m'a effrayée. Il fallait vraiment qu'une personne de son état ne peut pas vivre comme ça. Là. Il faut que je l'aide à chaque moment où elle a besoin de moi. Vraiment, ce n'est pas facile. Micheline est désormais l'ombre d'elle-même. Le côté sentimental de sa vie est relégué au dernier rang de ses préoccupations à cause de la maladie qui la traumatise. J'ai déjà tout oublié. Tout ce qui me fait réfléchir maintenant, ce n'est que ma santé, ce n'est que mon pied. Côté sentimental, même rien. Je ne réfléchis plus par rapport à ça. Tout ce qui me fait réfléchir, me fait penser, me fait pleurer tous les jours. Ce n'est que ma santé. Ce n'est que ma santé. Si je pouvais ne serait-ce qu'avoir ma santé. C'est tout ce qui me fait réfléchir maintenant. Côté sentimental, côté je ne pense plus à rien. Mon mari, il est tellement gêné par rapport à ma santé. Il se pose des questions, qu'est-ce qu'on va faire par rapport, il est gêné, il ne sait plus comment faire par rapport à ça. Quand je me mets à pleurer, il me dit, reste tranquille, Dieu va faire le miracle un jour et ça va aller. Il est tellement gêné par rapport à ma santé aussi. C'est mon quotidien, je passe mon temps à pleurer, à réfléchir par rapport, je ne sais plus comment faire. Le mal qui terrasse Micheline Kamga est préoccupant. Elle fait partie, selon des experts, des maladies qui touchent un bon nombre d'Africains. Et comme... Et voilà donc le quotidien de Micheline. Micheline qui souffre énormément parce que sa présence sur ce plateau le démontre d'ailleurs. Elle parle avec des larmes aux yeux et elle ne cesse de couler ses larmes. Ces larmes qui vont certainement sécher avec votre concours dans le cas où vous faites comme d'habitude avec d'autres cas qui sont passés sur ce plateau. Merci encore d'être avec nous. Et déjà, pour cette deuxième partie, les experts sont déjà présents. Docteur Milady Alain Patrice, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dermatologue, vénérologue. Qu'est-ce qu'on entend par là? La partie dermatologue, c'est la partie qui fait écho à toutes les maladies de la peau, des muqueuses, des fanères, des ongles, des poils. Et la partie vénérologue fait écho à tout ce qui est infection sexuellement transmissible. Alors, vous avez regardé le reportage et en même temps, Micheline est face à vous. Quel est le premier commentaire que vous faites? Le premier commentaire, c'est bien entendu une histoire pathétique, une histoire touchante, pour laquelle on aimerait bien dire qu'on n'aurait pas dû arriver jusqu'à ce stade.
Merci de répondre présent à cette invitation. Et juste à votre gauche, Dr Ngandieu Ngassa Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir, Flavien. Vous êtes chirurgien plasticien. Oui. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez... Merci déjà de nous donner l'occasion de parler des cas pathétiques qui se présentent dans vos structures. Le chirurgien plasticien, je suis chirurgien avant d'être plasticien. Voilà, chirurgien, ça veut dire que je suis chirurgien généraliste, traumatologue comme tout le monde. Et puis je suis plasticien, c'est une sous-spécialité qui s'occupe de toutes les affections cutanées, musculaires et même certaines malformations. Ça veut dire qu'il y a de la chirurgie vasculaire qui prime, parce qu'il faut faire d'abord la microchirurgie vasculaire avant à cause des lambeaux et autres thérapeutiques qu'on peut être amené à pratiquer dans certains cas de perte de substance. Et pour le cas de Micheline? Pour le cas de Micheline, vous voulez qu'on en parle tout de suite? Enfin, un mot, peut-être vous allez développer ça tout à l'heure, parce qu'on imagine qu'à la fin de tout ceci, il va il faut avoir une solution. Voilà. Très bien. Merci de reprendre également présent notre invitation. Professeur Lehmann, Léopold Gustave, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes biologiste et enseignant-chercheur à l'Université de Douala. Oui, je suis biologiste et je vous remercie pour cette invitation, une fois de plus. Je dis bonsoir à tous vos téléspectateurs. Ma spécialité est justement la parasitologie et ce dont elle souffre rentre un peu dans ce que nous connaissons un peu. Alors vous pensez que ça fait partie des parasites qui ont créé ou tout au moins causé son mal aujourd'hui? Oui, très très probablement. Et elle a dit tout à l'heure au reportage, on lui a dit que c'était causé par des filaires. Voilà, et c'est des filaires qui provoquent cette maladie qui à un stade chronique arrive à montrer ses effets. Très bien. Merci de reprendre également en présent notre invitation. Docteur Milady Alain Patrice, vous êtes dermatologue, c'est une histoire de la peau. Oui. Ça peut venir de tout ça? Il faut dire que de manière générale, les médecins appellent ça un lymphœdème. Et elle est un peu au stade terminal de la maladie, que l'on appelle donc l'éléphantiasis, comme elle a bien dénommé ça au cours du reportage. Mais de manière générale, ça s'appelle donc un lymphœdème. Et pour ce qui la concerne, c'est ce que nous considérons comme un lymphœdème secondaire. C'est-à-dire un lymphœdème pour lequel on peut retrouver des causes, pour lesquelles on peut retrouver des étiologies. Et classiquement, les étiologies sont nombreuses, mais ici en Afrique, on a peut-être deux ou trois grandes étiologies ou trois grandes causes. La première, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance veineuse, c'est-à-dire l'incapacité des veines à assurer le retour du sang du bas vers le haut. C'est l'insuffisance veineuse. La deuxième étiologie, ce sont les infections, soit bactériennes, c'est-à-dire que le microbe qui est responsable d'infection de la peau, notamment au niveau des jambes, est une bactérie. Et là, ça peut entraîner ce genre de manifestation lorsque ces infections se répètent, lorsqu'elles sont récurrentes. Et puis la troisième grande étiologie, ce sont les filaires, notamment une filariose particulière que l'on appelle la filariose de Bancroft. C'est surtout elle qui peut être responsable de ça. Mais dans le cas où on a une maladie qui est gardée longtemps dans le corps et qui n'a pas été soignée suffisamment à temps. Donc il faut dire que ce sont les causes, bien entendu, mais des causes négligées, des causes non traitées. C'est lorsque la cause est gardée et maintenue en place très longtemps que l'on peut observer ce genre de complications. Alors elle dit qu'elle est rentrée du marché parce qu'elle était commerçante avant, elle faisait de petits commerces et qu'elle est rentrée chez elle un soir, elle a eu un palu et en même temps il y a eu des démangeaisons. Le lendemain matin, son pied était enflé. Ça voudrait dire qu'elle aurait contacté quelques bactéries où elle était au marché, par exemple? Non, non, non. Comme l'a dit le docteur Maledi tout à l'heure, les causes telles qu'on les voit, généralement, proviennent d'une infection chronique. Ça veut dire que
Si c'est une filariose, comme c'est le cas pour le moment, puisqu'elle a fait des examens au laboratoire, elle est passée par un stade asymptomatique, donc sans symptômes. Ça veut dire qu'elle avait les vers dans le sang, dans la lymphe, mais sans manifester des symptômes. Donc, quand ça dure, vous arrivez à ce stade, mais il faut bien que ça dure quelques années au moins. Ça fait 3 ans quand même. Ça fait 3 ans qu'elle a constaté, mais probablement les filaires, il faut déjà savoir, hein, il faut que j'explique un peu, les filaires sont des vers. Vous avez des vers, ceux qu'on connaît, on les catégorise en 2. Il y a des vers plats, par exemple les ténias sont des vers plats, et vous avez des vers ronds. Les vers intestinaux, par exemple, que tout le monde connaît, sont des vers ronds. Ceux-là sont dans le tube digestif, mais il y a aussi des vers qui se retrouvent dans le sang. Et c'est généralement le cas des filaires. Et les filaires sont transmises par des moustiques, surtout celle de Bancroft, qui cause la filariose lymphatique. Donc c'est les moustiques qui transmettent ces filaires. Et surtout, un genre de moustique qui est très fréquent à Douala, le culex. Vous avez le culex, vous avez les anophèles, mais c'est surtout les culex qui transmettent ces filarioses. Il n'est pas dit qu'elle a été contractée ici à Douala, mais probablement, quelque part, ça a duré un certain nombre d'années pour arriver à ce stade. Alors, docteur Ngassad Jean-Pierre, vous êtes chirurgien. Avant qu'un cas comme celui-ci n'arrive chez vous, sûrement qu'il faut passer par un radiologue qui aura fait un examen pour présenter à d'autres spécialistes de quoi il est vraiment question. S'il vous plaît, si vous permettez que je définisse chirurgicalement la maladie. Oui. Il faut savoir que le corps humain, au niveau du membre inférieur, est traversé par 3 tuyaux. Il y a 3 tuyaux, vous dites. Tuyaux qui irriguent, les uns drainent le sang oxygéné, c'est-à-dire l'artère. L'autre draine, ramasse ce sang oxygéné dépourvu d'oxygène, c'est la veine, et celui qui nous intéresse ici, c'est le lymphatique, qui draine alors toutes les saletés du corps. Alors, ces lymphatiques partent des membres inférieurs vers les reins et les éliminent. C'est-à-dire tout ce qui est comme microbe dans le corps est drainé par ce vaisseau. Alors, au niveau du membre inférieur, il peut arriver qu'il y ait une obstruction sur ces passages, que ce soit au niveau de la veine surtout dans ce cas-ci, ou au niveau de lymphatique, ça bouche. C'est pourquoi dans ce cas-ci, je crois que c'est un lymphœdème, comme l'a défini, segmentaire de type 4, parce qu'il y a une classification de Brunner qui donne en 4 catégories. Il y a la catégorie 1, 2, 3, et nous sommes entre 3 et 4, parce que si c'était déjà l'éléphantiasie, vous aurez des pachydermies et des... Lorsqu'on parle d'éléphantiasie, c'est en quelque sorte la patte d'éléphant. Vous savez comment le pied de la patte d'éléphant. Il y a des croûtes dessus, il y a une pachydermie, il y a des nids, comme vous allez observer là, il y a des nids de poules qui sont des zones de cratères infectés, c'est-à-dire des petites plaies qui sont des dermites secondaires à l'éclosion des petits lymphatiques. Vous savez, les lymphatiques lancent aussi des petites branchioles au niveau de la peau et ça peut causer, lorsqu'il y a une infection, ce qu'on appelle une cellulolymphite. Voilà. Donc, si vous comprenez en ce sens, vous savez que ce tuyau peut être bouché. Ça peut être bouché en bas, ça peut aller jusqu'au niveau de l'aine, vers la citerne de Péquet. Il y a une citerne ici qui rassemble tous les lymphatiques viennent se verser dedans avant de se repartir vers le reste du corps pour évoluer vers l'élimination rénale. Donc, alors, ce lymphatique peut ne pas être fonctionnel, c'est-à-dire que ces valves peuvent ne pas fonctionner parce que ça fonctionne en pile d'assiette, apporte de l'eau pour jeter vers le haut. Et quand c'est fatigué ou quand
ça n'a pas été bien constitué chez certains individus, parce que je suis sûr que si vous posez l'histoire à cette femme, elle vous parlera de l'autre membre qui a déjà été atteint. Et peut-être, je dis dans le cas où c'est une agénésie valvulaire, quoi, c'est-à-dire les valves qui portent l'eau sont déjà affaiblies. Alors ça peut être une obstruction valvulaire, c'est ce qu'on appelle, dans ce cas il faut considérer les filaires, comme vient de le décrire, qui lancent des larves, qui migrent vers ces lymphatiques pour aller dans le corps. Au niveau du canal, ça peut se boucher à un endroit précis et la partie inférieure va s'enfler. Et quand la partie inférieure s'enfle, les microbes s'entassent et vous avez toute la partie qui se nécrose. Ça peut pourrir, comme disait la femme là tout à l'heure. Ça peut, parce que la lymphe qui est dedans va chercher une porte de sortie, absolument. Et quand ça cherche une porte de sortie, ça part avec son microbe dans ces petits vaisseaux et ça constitue ce qu'on appelle une cellulolymphyte. Voilà. Alors, docteur Melody, elle dit que tout est parti d'une blessure. Ça veut dire qu'elle a eu le temps de gratter cette partie et ça a créé une blessure. S'il vous plaît, je peux avant, donc là, tu me permets, s'il te plaît. Pour en arriver là, je vous ai parlé des canaux. Oh ouais. Bon, je vous parle aussi des plaies. C'est-à-dire que les femmes vont souvent en brousse, il y a des herbes coupantes. Là. Vous voyez, elles passent, elles ont des égratignures qu'elles négligent. Ça s'infecte et ça peut pénétrer directement la lymphe aussi. Parce que la plaie reste chronique, elle néglige, elle croit que c'est un petit truc qui va passer, mais ça reste là. Et ça pénètre la lymphe, ça entraîne une lymphangite en ce moment. Quand la lymphangite s'installe et est maltraitée, le pied s'enfle également. Mais en ce moment, ça peut s'enfler de l'extérieur pour comprimer le lymphatique. Ça créera toujours le même lymphédème. Et ça peut s'enfler à cause de l'infection qui s'est installée dedans. Et vous avez toute la fascite, et ça évolue vers une fascite nécrosante. C'est-à-dire que tout le tissu qui est sous la peau et qui est au-dessus de la ponévrose s'infecte. Ça atteint rarement les muscles, parce que si vous ouvrez le pied, vous trouverez que le muscle est sain. C'est entre la peau et la ponévrose. C'est pourquoi la présence des dermatologues, le jeu du dermatologue est très important là-dedans, parce que quand ça va de la peau vers l'intérieur, c'est le dermatologue qui est le premier concerné et qui peut le mieux traiter le malade en ce moment. Mais quand ça a déjà évolué pour atteindre les lymphatiques, en ce moment, ce n'est pas les simples problèmes de dermatologue, il faut voir un chirurgien. Voilà, c'est juste la limite. Le chirurgien vient en deuxième, troisième position, j'imagine. Le chirurgien vient après le dermatologue, généralement, parce qu'il fallait que la femme, là, dès le début, voit un bon dermatologue, qui devait donc prendre soin d'elle, même si c'est les larves de filariose, comme a dit le docteur. Il peut déterminer et mettre le malade sous traitement. Dans tous ces cas, il faut que le malade prenne soin de lui-même. Si elle ne prend pas soin d'elle-même, quel que soit ce qu'on va faire, ça ne va pas donner beaucoup de bons résultats. On en parlera tout à l'heure. Il faut dire que l'ignorance est pour beaucoup aussi. Oui, l'ignorance c'est pour beaucoup, c'est pourquoi il faut souvent l'expliquer aux malades. On a déjà cherché, il y a eu plusieurs cas qui sont passés à la télé ici. Et nous avons eu à en opérer d'autres et nous avons cherché des occasions comme celle-ci pour pouvoir expliquer au moins ce que la population doit faire, ce que les gens doivent faire pour essayer de... Très bien. Alors, docteur Melody, vous pouvez peut-être répondre à la question maintenant. Elle a parlé d'une blessure qui s'est détériorée en même temps et ça a créé presque un creux. Ça se voit d'ailleurs en image. Oui. Lorsqu'elle parle d'une blessure, point de départ de toute la symptomatologie qui est présente, ça nous fait beaucoup penser à ce que nous appelons les récipèles de jambes, qui est donc une infection de la peau et qui touche essentiellement les jambes et qui se développe à la suite d'une porte d'entrée qui permet aux microbes de pénétrer. Donc ça fait beaucoup penser à un récipèle de jambes qui serait le point de départ de sa maladie.
Ce qui veut dire qu'ici, on est en présence au minimum de 2 hypothèses pour la cause de sa maladie. Soit elle a fait effectivement une filariose, soit elle a fait une érysipèle de jambe qui a été mal soignée ou qui a dû récidiver et qui a donc entraîné son lymphœdème. Mais j'ai envie de dire que c'est intéressant de rechercher la cause sur le plan intellectuel, mais ça n'a plus beaucoup d'enjeux pratiques maintenant. Ouais. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la prise en charge, comment traiter ça. Parce que même si on identifiait précisément la cause, ça ne serait pas déterminant pour traiter le problème qu'elle a. Ce qui est important maintenant, c'est de traiter ce qu'elle a. Et là, pour traiter ça, c'est une approche, comme on dit sur le plan technique, multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il faut un collège de plusieurs médecins appartenant à plusieurs disciplines différentes pour pouvoir proposer la bonne solution. Un seul médecin ne suffirait pas à proposer la bonne solution. Et c'est vrai, on va parler de la prise en charge, mais le fait d'expliquer quand même au grand public, tel que le docteur Ngandji était en train de le faire, ça permet, ça ouvre moins, comme on dit, ça ouvre les yeux et les oreilles à ceux qui sont sensibles, ou tout au moins qui se laissent un peu emporter par certaines attitudes, certains comportements qui poussent à avoir ce genre de cas. Oui, je suis d'accord avec vous qu'il faut effectivement expliquer au grand public, d'autant plus que nous sommes dans un contexte particulier où il faut absolument essayer de sortir le mystique de tout ça. Et donc je crois qu'en expliquant, on sort le mystique de tout ça et on pousse le grand public à aller voir le médecin pour justement ne pas arriver à ce stade, comme je le disais au début de l'émission. Alors, professeur Leman, vous avez parlé d'une bactérie qui pourrait être la cause. C'est également que c'est une sorte d'ignorance de la part du grand public parce qu'on ne maîtrise pas beaucoup ces choses-là. Le fait de marcher sous la pluie, le fait de se balader dans la forêt. Dr Ngandji a évoqué ces herbes qui nous tranchent les jambes chaque fois que nous allons au champ aussi. Oui, nous sommes dans un contexte où les infections sont nombreuses. Nous sommes dans un contexte tropical où le climat est propice à la multiplication des bactéries, des parasites et surtout les vecteurs des parasites comme les moustiques, certaines mouches qui prennent les parasites pour les injecter à d'autres personnes saines. Ces animaux-là sont à l'aise dans notre zone. Et c'est très important ce que vous dites là parce que vous voyez, l'ignorance amène à la stigmatisation parce que justement, quand on a une maladie dont les signes sont aussi spectaculaires, généralement, on a tendance à stigmatiser la personne, à la classer comme si c'était quelque chose de mystique, d'anormal. Et c'est pourquoi c'est important de recadrer les choses et d'expliquer à tout le monde que c'est une maladie, comme pourrait être n'importe quelle autre maladie. Et comme vous savez, même après les accidents, certaines personnes qui perdent un membre sont carrément stigmatisées. Donc c'est des choses qu'il faut expliquer. Et je pense que sera déjà une partie de l'allègement de sa souffrance. Parce que cette maladie, il y a justement ces deux choses-là, la réduction de la mobilité, qui affecte moralement les patients et en plus la stigmatisation dans ce genre de cas. Alors vous êtes enseignant-chercheur, est-ce que ça fait partie des cas, des maladies rares aujourd'hui? Son cas, c'est vrai, peut-être qu'on n'a pas encore déterminé véritablement, il y a eu des hypothèses tout à l'heure. Oui, si c'est une filariose, elle sera classée comme une maladie tropicale négligée. Et c'est la filariose lymphatique. On les appelle les maladies tropicales négligées, à côté de la lèpre, par exemple, l'onchocercose, qui est une filariose qui attaque les yeux, la cécité des rivières, à cause d'une dizaine d'autres maladies. Et ce sont des maladies tropicales négligées justement parce que c'est des maladies qui atteignent des personnes pauvres, donc qui n'ont pas les moyens de se soigner. Et ce sont des maladies aussi où on a mis peu d'argent
que ce soit dans la recherche, dans le traitement, parce que le nombre de personnes affectées par ces maladies est assez négligeable par rapport aux grandes endémies qui sévissent ici, comme le paludisme, la tuberculose, le VIH. Donc les fonds de santé publique sont généralement dirigés vers ces maladies qui affectent un grand nombre de personnes, et les maladies comme celle-ci sont négligées. Donc c'est plutôt... Parce que ces maladies-là sévissent aussi en Afrique. Voilà, ça aussi, parce que ça sévit dans des pays qui n'ont pas assez d'argent. Voilà. Alors, Dr Mélési, est-ce que sa masse corporelle ne contribue pas à ce que la situation s'aggrave? Parce qu'elle dit que ça fait 3 ans et ça a pris du volume également. Oui, tout à fait. Le surpoids est à la fois un facteur de risque et un facteur aggravant de la maladie. C'est pour cela que parmi les mesures thérapeutiques, la réduction du poids est un principe important. Oui. Dr Gandieu? Oui, elle, ce que le docteur dit est parfaitement vrai. Elle développe une obésité hyperplasique. Bon, je ne veux pas entrer dans la description des obésités, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, parce que c'est général sur tout le corps. Elle n'a pas d'obésité hypertrophique, c'est-à-dire localisée sur une zone précise, c'est-à-dire c'est son corps. Bon, comme l'autre pied supporte, nous pensons que ça n'a pas les mêmes, ça ne présente pas le même aspect comme celui-ci. Ce que nous pensons est qu'il faut quand même qu'elle réduise son poids déjà, hein, ne serait-ce que pour sa propre santé. Il faut qu'elle fasse beaucoup de régimes, qu'elle se prive un peu de certaines choses. Mais le traitement de son pied ne sera pas influencé automatiquement. Je ne pense pas chirurgicalement. Je ne veux pas aborder l'aspect médical parce que, comme il a dit tout à l'heure, c'est un traitement qui nécessite l'intervention de plusieurs spécialistes. Et je vais vous expliquer tout à l'heure comment, si vous en donnez l'occasion. D'accord. Alors, Dr Mélési, je reviens vers vous pour savoir le fait d'avoir consommé des médicaments sans véritablement maîtriser la maladie. Est-ce que ça n'a pas également, ça n'a pas eu un impact, ça n'a pas facilité l'évolution même de son cas? Elle dit qu'elle a quand même fait des hôpitaux, elle spécule, ou alors ce sont les médecins qu'elle a pu rencontrer qui lui ont pas dit exactement de quoi il est question, mais on lui a quand même prescrit des médicaments, dit-elle. C'est vrai que le parcours médical qu'elle a eu est assez difficile à identifier, mais une chose est certaine, c'est que la consommation des médicaments, la particularité de son parcours médical, c'est que deux choses. Premièrement, il y a eu un grand retard diagnostique, c'est-à-dire que ça a pris du temps avant qu'on identifie exactement ce qu'elle a. Et probablement, il y a eu des prescriptions qui n'étaient pas tout à fait inappropriées et peut-être certaines d'entre elles ont pu avoir un effet délétère. Je prends l'exemple des anti-inflammatoires qui sont souvent prescrits lorsqu'on a mal, lorsque le pied gonfle. Les anti-inflammatoires parfois aggravent l'œdème ou l'augmentation du volume de la jambe. Je prends aussi une catégorie de médicaments que l'on peut utiliser lorsque les pieds gonflent, que l'on appelle les diurétiques. Les diurétiques peuvent également aggraver le problème au lieu de le régler. Donc, le fait d'avoir pris des médicaments non seulement a contribué à retarder la prise en charge efficace, mais a pu effectivement aggraver la maladie qu'elle a. Professeur, vous qui êtes biologiste, on sait déjà que le fait de consommer des médicaments non prescrits peut aboutir à des risques énormes aussi. Oui, c'est évident. Et nous le décrions tout le temps, ces médicaments de la rue. Et bien entendu, certaines prescriptions peuvent ne pas être appropriées. Mais moi, je pense que ce qu'il faut ajouter ici, c'est que les maladies comme celle-ci sont difficiles à traiter par définition. Ces maladies, les filarioses, sont des maladies qui sont difficiles à traiter par les médicaments. Il y a quelques traitements et maintenant, il y a quand même un espoir parce que il y a un programme qui vise à éliminer les filarioses lymphatiques en 2020.
C'est un programme, n'allez pas me demander si ce sera le cas. Oui, mais ça veut dire qu'il y a quand même une combinaison de médicaments qui a été identifiée et qui a une certaine efficacité. Donc, si le diagnostic est bien posé, généralement, si les examens de laboratoire appuient le diagnostic, on est mieux cadré pour traiter ces maladies-là, ou n'importe lesquelles, et puis on a moins de risques de dériver. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, vous parlez de programme et vous ouvrez une porte. En tout cas, vous nous permettez de comprendre un peu ce que c'est. C'est un programme qui concerne qui des gens bien. Vous avez évoqué tout à l'heure que c'est une maladie, ou alors ça fait partie des maladies qui attaquent ou qui touchent plus les personnes pauvres. Oui, c'est en fait l'Organisation mondiale de la santé et beaucoup d'organisations non gouvernementales, surtout, et beaucoup de programmes liés aux problèmes de santé publique ont défini une stratégie pour éliminer carrément certaines maladies. Et ça fait partie des 5, je crois, maladies tropicales négligées, où on pense avec les estimations qu'on a des éléments pour en venir à bout. Encore faudrait-il que les politiques soient appliquées. Donc, il n'y a pas de programme, généralement, et c'est une caractéristique aussi des maladies comme celle-ci, il n'y a pas de programme approprié à la filariose lymphatique. Donc, il faut bien qu'une approche multidimensionnelle ou pluridisciplinaire, comme il a dit, soit mise en place. Et c'est le cas. Et je dis bien que 2020 est la deadline pour l'élimination. La prévention y joue un grand rôle. Les cas qui sont déjà présents, on pourrait les gérer avec les spécialistes. Alors, ça va ressembler, c'est des cas individuels. Ça va ressembler à ce slogan « Santé pour tous en l'an 2000 ». On a toujours vu des cas de maladies aussi graves. L'exemple est sur ce plateau. Dans 2000. Dr. Melidi. On espère que ce n'est pas un slogan creux. Et je pense qu'aujourd'hui, on prend des dispositions pour que enfin les objectifs soient réalisés. Voilà. Alors, comment se fait la prise en charge d'un cas comme celui-ci? Dr. Ngandjo disait que ça passe forcément par vous qui êtes dermatologue. Il faut certainement qu'un médecin généraliste la prenne en charge, la reçoive et l'oriente sûrement vers vous qui êtes dermatologue. Oui. L'idéal, comme je disais au tout début de l'émission, c'est qu'on n'arrive pas à ce stade-là, parce qu'à ce stade-là, la prise en charge devient très compliquée, devient très difficile. Lorsque c'est tout au début, on a un ensemble de mesures qui marchent bien, notamment la surélévation des membres, l'exercice, les bandes de compression ou les chaussettes de compression médicale. Ce sont des mesures qui marchent relativement bien. Et puis, même ce qu'on appelle la kinésithérapie de drainage. Ce sont des mesures qui marchent relativement bien. Quand on arrive à ce stade, les choses sont un peu plus compliquées. Comme je disais, cela sollicite la réflexion de plusieurs médecins. Mais je pense que là, à ce stade, le chirurgien est en première ligne. Et là, mon collègue va s'exprimer. Il y a deux types de chirurgie que l'on peut faire. La première chirurgie consisterait à réparer un type de tuyau dont le docteur Ngandjo a parlé tout à l'heure, les vaisseaux lymphatiques. Consisterait à réparer ça. C'est un peu compliqué. L'autre chirurgie qui me paraît la plus logique ici, c'est faire une chirurgie où on enlèverait tout l'excès de chair, entre guillemets, l'excès de tissu, la masse de tissu superflu et inutile, et tous les liquides qui se sont accumulés là. Bon, mais après la cicatrisation, elle est parfois un peu compliquée à gérer. Mais à mon avis, ce serait le genre de chirurgie auquel il faudrait s'adresser en premier lieu. Et ensuite, là, maintenant, le dermatologue viendrait pour la cicatrisation et pour prévenir la récidive.
Donc ici, je pense que pour le cas précis que nous avons en face de nous, le chirurgien est en première ligne. Alors, Dr Ngadjo, vous êtes en première ligne avant de parler de la prise en charge, mais vous avez évoqué, vous avez parlé de cloîture. Je préfère arrêter là pour ne pas écorcher les termes scientifiques. On a parlé pour que tout le monde comprenne. Très bien. Les artères, les veines et les lymphatiques, donc... Alors, est-ce qu'on va dire qu'il y a un de ces tuyaux qui est bouché et qui a... Le lymphatique, voilà, venons-en. Parce que mon collègue a très bien ébauché les phases de traitement. D'abord, pour ce qui concerne les larves, c'est la migration larvaire normale qui passe par les lymphatiques. C'est-à-dire, ce n'est pas le ver lui-même qui passe, c'est la larve qui suit son cycle migratoire pour se transformer en ver, qui doit passer automatiquement par les lymphatiques. Bon, comme les lymphatiques charrient les microbes, arrivé au niveau de ce canal, ça peut se boucher, et en ce moment, il n'y a rien à faire quand c'est bouché, parce que ça se calcifie. Quand c'est bouché, le ver, la larve meurt et se calcifie à cet endroit. Vous voulez parler un peu comme un tuyau d'échappement qui a connu... Voilà. Alors, quand c'est calcifié, le tuyau est bouché. Il y a plusieurs types de traitements à faire. Bon, je mets ça d'abord à côté. On commence par le début. Le début, c'est médical, comme on a dit. J'ai parlé de la classification de René, qui est la meilleure et qui classe le traitement en fonction de l'évolution. Le lymphatique 1, le lymphédème 1, pardon. Le lymphédème 1, c'est un traitement médical pur. Il y a tout ce qu'il a dit, qu'on peut proposer comme drainage lymphatique, porte de bas compressif, et même les vapeurs, les Chinois ont proposé les infusions, les Japonais ont proposé, bon, chaque pays a essayé de proposer sa technique pour ces deux phases, la première et la deuxième phase, le deuxième stade. Au troisième stade, parce que ça c'est entre le troisième et quatrième stade, presque. Au troisième stade, c'est le lymphédème qui ne part pas, qui reste, mais la peau demeure lisse. Et là, le traitement proposé par le docteur est encore bon, c'est-à-dire ça peut être médical, si on procède au drainage lymphatique, et si le traitement des causes est effectué à temps, en ce moment, le port des bas compressifs est indiqué, et la kinésithérapie, si vous voulez. Bon, le stade 4, entre le stade 3 et 4 maintenant. Comme j'ai dit, elle est entre le stade 3 et 4 parce que la peau est encore lisse. Donc, l'intervention chirurgicale peut permettre de récupérer la peau et faire un bon traitement. Elle n'est pas encore, il n'y a pas encore de pachydermie ni de zone de fissure qui exige qu'on enlève tout et qu'on reconstitue. Donc, à cette phase, on appelle ce le traitement de Thompson d'abord, qui consiste à faire une néolymphogénèse, c'est-à-dire on opère des deux côtés pour reconstituer le vaisseau lymphatique et isoler le premier qui est bouché. Le deuxième traitement, quand c'est au stade 4 même, c'est-à-dire l'éphantiasie, c'est le traitement de cervelle, qui est le traitement de la peau de banane, on épluche, on enlève tout, et il faut greffer toute la jambe. En ce moment, ça a les complications que le confrère a évoquées, très difficiles, parce qu'il faut greffer, et on ne sait pas si ça va prendre, et quand bien même ça va prendre, est-ce que le lymphatique va se reconstituer? Bon, tout un tas de problèmes. Parce que je vous ai dit que la maladie se situe entre la peau-névrose et la peau. Tout ce qui est entre les deux, c'est le fascia. Bon, si vous voulez, tel que j'ai vu, je pense que c'est un segmentaire, c'est un lymphédème segmentaire, au degré 3 et 4, entre 3 et 4. Ça veut dire qu'il y a une solution, il y a une solution chirurgicale qui est encore bon, on peut encore récupérer, on aura la peau pour fermer sans nécessairement être appelé à regreffer. Et le seul handicap qu'on aura, c'est la néolymphogénèse là. Parce qu'on ne pourra pas faire le Thompson tel que c'est beau. Le Thompson consulte à ouvrir la peau des deux côtés et désépidermiser des deux, et puis fermer en inversant. En ce moment, vous avez un tuyau qui se constitue. On ne pourra pas le faire là. À ce niveau, on ne peut pas encore penser à l'amputement ou l'amputation? Mais qui parle de l'amputation? Non, je dis, à ce niveau, on ne peut pas déjà penser à ça.
je pense qu'aucun médecin n'a parlé d'amputation là encore. Il exprime ses craintes. Ah bon? Il exprime ses craintes. Et moi, je l'éloigne de ses craintes parce que pour le moment, nous n'en sommes pas là. On n'en est pas là parce que c'est vraiment segmentaire. On peut encore lever et créer une néolymphogénèse haute, tirer, faire des lambeaux avec la peau qui reste, enlever toute la zone de cellulo-lymphique interne, c'est-à-dire toute la graisse, tout ce qui est au-dessous de la peau et l'excès de peau, et ramener à avoir une peau plate, aplatie. Alors, on comprend finalement qu'il y a bien des possibilités que Micheline retrouve son pied normalement, dans le cas où une bonne prise en charge est donc assurée. Oui, et ce traitement dont normalement, comme vous le dites, consisterait en deux phases. La phase médicale qui n'échappe pas toujours. Parce que là, comme il y a tout ce qui est dur, là, vous voyez, c'est induré. Et ce sont des boules de tissu déjà imbibées par la lymphe qui n'a pas trouvé sa voie de sortie et qui se loge là. Il faut donc l'ouvrir, évacuer tout cela. Ça, c'est... donc, pour l'ouvrir, il faut ramollir cette jambe. C'est pourquoi il faut la phase médicale, c'est-à-dire l'hospitaliser, la mettre en jambe surélevée, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, et faire des massages compressifs, injecter des corticoïdes et ramollir totalement la masse. Lorsqu'on l'aura ramolli, vous allez voir, elle va diminuer de la moitié de son poids. En ce moment, la chirurgie est facile à réaliser. Alors, professeur Lemagne, pour arriver à tout cela, il faut déjà savoir au départ de quoi elle souffre. Ça veut dire qu'il y a des examens qu'on fait au préalable. Oui, bon, les examens fondamentaux qui détectent la cause de la maladie, je pense que, comme elle l'a dit, sont déjà faits. Peut-être qu'il faudrait confirmer ces résultats. Mais si le diagnostic a été bien posé et qu'on a vu que c'était une filariose, c'est qu'on sait déjà. Mais comme disaient les médecins tout à l'heure, l'heure n'est plus au diagnostic, à la détection du microbe, l'heure est à la prise en charge. Donc moi, je reviendrai un peu sur ma position de biologiste, sur la prévention, parce que pour en arriver là, il faut avouer que cette émission elle est indiquée pour amener les gens à penser à la prévention. Donc, les mesures d'hygiène, les mesures de lutte contre les vecteurs, c'est-à-dire que, par exemple, dans le cas d'espèces, on a distribué les moustiquaires imprégnés, c'est contre le paludisme, mais les moustiquaires proviennent aussi contre les autres moustiques qui ne transmettent pas le palu. Donc, il faut essayer de s'y mettre soi-même pour améliorer les conditions de vie et éviter au maximum certaines maladies, surtout les maladies parasitaires qu'on peut facilement éviter. Alors, la prise en charge de ce cas prend du temps. Oui. Ce ne sera pas une histoire d'un mois ou de deux. Non. Certainement qu'elle prend du temps. Il faut au moins déjà que les médecins se réunissent, ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaire. Ça prend déjà un certain temps pour arriver à une certaine décision thérapeutique. Et ensuite, si la chirurgie est mise en avant en premier lieu, ça prend du temps. D'abord l'acte et ensuite la cicatrisation, la gestion de la plaie post-opératoire, ça prendra du temps. Et après maintenant, ce qui sera très important, c'est toutes les mesures pour prévenir la récidive, toutes les mesures, parce que, comme Dr Gadjo le disait tout à l'heure, les vaisseaux lymphatiques qui participent au développement de cette maladie sont probablement déjà abîmés et seront difficiles à récupérer. Et donc, une fois qu'on lui a donné une jambe de taille normale, le risque de récidive est élevé. Et donc, il faudra absolument mettre en place des mesures pour prévenir cette récidive-là. Sans oublier qu'elle devra diminuer avant. Oui, ça fait partie des mesures de prévention, la réduction du surpoids, oui.
Docteur Ngandjou, c'est vrai, nous sommes dans la prise en charge. Micheline peut déjà sourire à partir des explications que vous donnez? Ah non, ce serait trop beau. Le docteur l'a dit tout à l'heure que les risques de récidive sont là. Et effectivement, je l'appuie sur ce point. Et tout dépendra d'elle, c'est-à-dire du suivi, parce que l'intervention seule ne suffit pas. Il faut qu'elle soit bien suivie après. Parce qu'au cas où elle n'est pas bien suivie, ne vous étonnez pas qu'elle revienne vous voir dans 2, 3 ou 4 ans pour vous dire, on a fait, mais maintenant ça recommence à gonfler, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui peut lui arriver finalement? Voilà. Il peut arriver que le néo-lymphogenèse ne réussisse pas, c'est-à-dire qu'elle ne reconstitue pas son système lymphatique, auquel cas elle aura une porte de sortie qui sera difficile à guérir. Parce que le lymphatique, quand ça vient, vous voyez comme c'est enflé jusqu'au niveau du dos du pied. Si vous percez là, l'eau va sortir. Hein. Donc, si vous avez tout bouché vers le haut, il faut que cette lymphe la sorte. Hein. Ça trouvera son chemin. Et si vous ne lui donnez pas le chemin, ça va reformer alors sa masse. Et continuellement, si elle n'a plus le moyen de se suivre, on ne lui aura pas rendu grand service. Hein. Alors, cette masse est constituée de liquide? Ce sera, vous savez, le corps humain a horreur du vide. Lorsque nous, on aura enlevé tout ce qui est là comme chair, on aura beau fermer, faire toutes les compressions qu'on veut. Et tant que, dès que le liquide lymphatique s'infiltre, ça fait un vide. Et en ce moment, ça va continuer avec la pression et remplir toute la cavité, regonfler la peau, comme la peau élastique. Je ne vous le fais pas penser, vous savez que la peau est élastique. Donc si vous lui introduisez n'importe quoi, ça gonfle. Hein. Vous lui demandez de gonfler, il gonfle, n'attend que ça. Donc le traitement immédiat, ce sera beau, vous allez le voir si jamais les gens les prennent en charge. Et surtout c'est coûteux. C'est coûteux parce que les microbes qu'on risque de trouver dedans risquent de solliciter des antibiotiques de haute facture. C'est pas, nous, dans ces cas, on ne frappe pas avec la pénicilline. Donc il faut aller chercher dans les 3e générations, 3G et autres, là, qui ne coûtent pas 5 francs dans notre pays actuellement. Très bien, nous allons faire un dernier tour de table avant de passer à un autre cas, en tout cas des cas que vous allez découvrir, puisque des cas du genre il y en a. Nous sommes à Regard Social et c'est un programme qui donne de l'espoir à ceux qui sont en difficulté. Qu'est-ce qu'on devrait finalement retenir parce qu'on sort de ce programme avant de vous présenter d'autres cas qui sont également enregistrés par l'équipe? Quelques messages clés quand même. Le premier, c'est que c'est un lymphodème qui n'est peut-être pas encore dans un cas désespéré. C'est un lymphodème. Ce n'est, à mon avis, pas une maladie mystique, pas du tout. Elle n'a rien traversé de compromettant. Et à mon avis, même si elle a pris le mari de quelqu'un d'autre, c'est pas ça sa punition. Et puis, la deuxième chose, c'est que la prise en charge devrait se faire en amont, c'est-à-dire avant qu'on arrive à ce stade-là. Donc, c'est l'occasion d'inviter encore les gens à consulter rapidement lorsqu'ils ont des problèmes de santé, a fortiori lorsqu'ils ont une jambe qui gonfle, qui est douloureuse ou qui présente des anomalies particulières. Donc la prise en charge devait se faire en amont. Et ensuite, dernière chose, au stade où elle est, c'est le dernier message, c'est compliqué mais c'est faisable. Professeur Lehmann. Oui, comme dernier message, je dirais ce que j'ai déjà dit, c'est une maladie tropicale. Nous sommes dans un environnement qui est propice aux parasites, à certains microbes. On doit travailler en amont, c'est-à-dire essayer d'adopter des mesures d'hygiène et des mesures de protection qui sont disponibles, qui ne sont pas aussi chères pour qu'on n'arrive pas à ce niveau, à ce stade. Et je pense que ce genre de maladie ne va peut-être pas disparaître
du jour au lendemain, mais on pourra éviter au moins d'arriver à des stades aussi spectaculaires. Autant qu'on aura encore des populations pauvres, on verra toujours ce genre de maladie, puisque vous l'avez dit. Oui, justement, la lutte contre les maladies en général et la lutte contre la pauvreté, c'est quelque chose c'est des choses qui vont de pair. Ça veut dire que si on se met à travailler, à être mieux, la santé étant la chose primordiale, on devrait penser d'abord à notre santé. Et cela n'incombe pas forcément aux individus seulement, mais il faut que les disciplines de vie, des décisions soient prises. D'ailleurs, quand on arrive même au stade du traitement, et on l'a dit ici, une grande responsabilité revient aux personnes concernées. Donc, d'abord, on doit être conscient. On dit, les anglo-saxons disent raise awareness. On doit être aware de nos problèmes. Et puis, les attaquer nous-mêmes avant qu'ils ne se manifestent. Alors, Micheline, vous avez écouté toutes ces personnes, ces spécialistes. On vous exige de faire le régime également pour aboutir à la solution à votre problème. Vous allez le faire? Oui, je vais le faire. Je vais le faire. Je peux ajouter quelque chose? Oui. Oui, je voudrais rebondir sur le régime qu'il lui a demandé. C'est, a priori, hein, c'est très fastidieux. Hein, c'est très fastidieux le régime, surtout au stade de surpoids qu'elle a. Mais ce n'est pas une affaire personnelle. Hein, ce n'est pas elle-même qui va décider dans son coin de faire le régime. Cela a été géré une fois de plus par un médecin ou par un nutritionniste. Une fois de plus. Ce n'est pas elle seule dans son coin qui va décider je ne mange plus le lait, je mange plutôt le coquille, ainsi de suite. Non, pas du tout. Il faut que ce soit sous la supervision d'un médecin ou d'un nutritionniste. Docteur Gandiou, il y a de l'espoir pour elle. Je ne peux pas contredire ce que mes collègues ont déjà, mes confrères ont déjà dit. Quand on se concerte, c'est pour pouvoir trouver une solution. Et comme il a dit tout à l'heure, si on se concerte, on peut trouver une solution à son cas. Et dans ce cas précis, on peut faire quelque chose. Vous particulièrement, vous pouvez faire quelque chose? Pourquoi pas? Ce n'est pas le premier cas. Si vous avez vu dans vos agendas, il y a plusieurs cas qu'on m'a déjà envoyés pour faire. Et surtout qu'il y a des cas où c'est plus grave que ça, parce que là c'est segmentaire, où il y a des cas où ça arrive même jusqu'au niveau de la cuisse. Et en ce moment, ça devient problématique parce que toutes les valves sont foutues. Il faut savoir comment récupérer pour donner un semblant de vie à cette jambe. D'accord. Vous n'allez pas partir, vous restez avec nous parce que nous allons vous proposer d'autres cas sociaux, des enfants qui sont nés sans anus, qui sont également en difficulté et qui attendent de l'espoir, l'espoir de ces populations qui regardent ce programme et des gens qui vont apporter la solution à leurs problèmes. Donc je vous invite à suivre ce reportage et juste après, vous aurez l'occasion d'intervenir et dire également ce que vous savez un peu de cette situation. Quand je vois mon bébé femme sans la niche, ça me dérange. Il n'arrive pas à supporter. C'est quand on voulait maintenant plusieurs enfants, qu'on a su que l'enfant n'avait pas la niche. Nous sommes partis maintenant à la cantine. On a fait 3 jours à la cantine, on a opéré l'enfant. On nous a dit que 1 an maintenant, on a donné le rendez-vous, 1 an, on revient pour qu'on fasse la deuxième opération. Bon. L'enfant a plus de 2 ans passés. Bon, nous on n'a pas d'argent pour aller sauver le bébé Franck que vous voyez là. Vraiment, quand je vois mon enfant comme ça me dérange. Quand il joue avec les enfants des autres, il est au milieu seul avec son problème. Mais les autres enfants sont bien portants. Quand je vois ma part, ça me dérange. Je ne peux pas lui laisser aller quelque part. Parce que je peux que par derrière, où un enfant peut lui blesser là-bas, là où il fait le sel.
Ou je ne sais pas trop. Donc, c'est pour ça que je reste moi toujours à la maison avec lui. Il ne peut pas nous laisser à quelqu'un et partir. Parce que la personne ne peut pas faire son bébé franc comme moi. Donc, quand il voit mon bébé franc comme ça me dérange. Depuis que Franck est né, il souffre. Parce qu'il est né sans l'anus. Et quand je le vois jouer avec les autres enfants, les enfants du voisin, et les autres sont là bien portants, il est parmi eux. Et il est parmi eux, il se débrouille aussi. Mais il n'est pas à l'aise. Parce qu'il est en train de souffrir. La découverte de cette malformation congénitale chez bébé Franck a amené les parents ainsi que les membres de la famille à se mobiliser pour sauver la situation. Hélas, le manque de moyens financiers fait défaut. Le problème d'argent, que nous sommes encore à la maison avec bébé Franck. Parce que nous, on n'a pas de moyens pour aider cet enfant. Je crois que je sens que vous demandez pardon. Aidez-moi, s'il vous plaît. Nous sommes là encore dans l'enfant parce qu'on n'a pas l'argent pour aller soigner cet enfant. Ça manque de moyens. S'il vous plaît, aidez-moi. Quand j'observe là où on l'avait opéré et là où l'anus est fermé, et ça me dérange. Et je demande aussi aux gens de bonne volonté pour qu'ils puissent nous aider pour l'opération de cet enfant. Le quotidien de la maman de Franck est un vrai cauchemar. Quand il me lève le matin, je change ses couches, je lave les couches. Je passe toute la journée à changer les couches parce que c'est pour cela qu'il ne peut pas le laisser à quelqu'un et sortir même un peu. Parce que pour le laisser à quelqu'un, ce n'est pas facile. La personne ne peut pas travailler sur mon enfant comme moi-même parce que je passe toute la journée à changer les couches sur l'enfant. C'est pour ça qu'il ne peut pas le laisser et sortir. Donc, je suis dépassée. Merci Jésus pour l'œuvre accomplie par le travail de ton âme. Chaque fois, quand il veut laver mon bébé, quand je vois l'endroit là où il fait les selles, je vois l'anus fermé, vraiment, ça me dérange. Mais je sais que c'est mon enfant. Je sais que je ne peux pas lui jeter parce qu'il est comme ça. Je sais que il lui lave. Et ce quand il va lui laver, ça me dérange. Mais quand j'habille au moins l'enfant, la douleur, ça se baisse un peu parce que je ne vois pas mes yeux. C'est quand il veut lui nettoyer, ça me dérange trop. Le cas de Franck ne laisse personne indifférent. Les femmes du quartier manquent des mots. Elles ne comprennent pas ce qui est arrivé à cet enfant. Je suis dépassée parce que les mots me manquent. Je ne sais même pas quoi dire. Voir qu'un tout petit enfant, un petit enfant de 2 ans qui naît sans anus, c'est difficile. Les mots, il n'y a pas les mots pour dire vraiment, ça fait mal. C'est difficile. Voir un enfant aujourd'hui la naissance sans anus, ça fait vraiment mal. Vu le temps que nous aujourd'hui là, ça fait mal de voir un enfant aujourd'hui qui est né vraiment. Ce n'est pas facile. Le séjour de 3 semaines à l'hôpital pour tenter de trouver la solution au problème de son fils n'a pas produit le résultat attendu. On a fait 3 semaines là-bas à l'hôpital, nous sommes sortis. Je me rappelle, je n'ai pas fait même 1 semaine à la maison avec l'enfant, je suis repartie encore à l'hôpital. Et depuis ce temps-là, je ne sais pas si je fais même 1 mois. Je ne fais pas 1 mois sans amener l'enfant à l'hôpital. Toujours malade, toujours malade. Parfois il s'assoit, il voit comment les autres enfants sont en train de jouer. Mais il ne peut pas jouer. Il est toujours là. Une fois qu'il part jouer, il s'étouffe. Le saignement, l'enfant saigne à un degré que je ne peux même pas comprendre. Je suis encore obligée de porter Amina à l'hôpital. C'est pas facile, c'est difficile pour moi. Très très difficile. Tout a complètement changé parce qu'avant qu'il ne naisse, je faisais même le colbos. Même le colbos, j'étais obligée d'arrêter parce que de temps en temps, il est toujours en train de faire la diarrhée, il est toujours en train de faire les selles. Il faut courir, aller changer les couches. Il faut courir, aller changer les couches de temps en temps. Parfois, il joue même avec les amis. Je me rends compte que tout l'habit est mouillé de sang, soit de sel. Il faut courir, changer la couche. Je lave ces couches, je lave tout un seau de couches que je dois changer. Je change ces couches même, parfois même 7 fois, je peux dire. Parce qu'une fois que tu abandonnes les couches, tu abandonnes la couche avec lui.
il fait les selles sans enlever. Quand tu viens constater, tu constates qu'il est brûlé. Tout autour, il est brûlé. J'ai fini par avec la vaseline. Il fait donc que quand il fait les selles, je suis obligée d'enlever à chaque minute. Je ne peux rien faire. Je ne peux même pas voyager. Je ne peux aller à aucun deuil au cas où il y a deuil. Je ne peux même pas, même le colbot, j'ai arrêté de faire. Parce qu'il faut que je le surveille. Le petit Nando aime aller à l'école. Mais il est parfois difficile pour lui d'être assidu à cause de sa maladie. Et malgré les efforts fournis par sa mère, qui l'accompagne de temps à autre. L'enfant ne peut pas aller à l'école normalement. Déjà que la santé, ça ne donne pas. Parce qu'il a un corps totalement ouvert. Il peut facilement faire 2 semaines, 3 semaines, il ne part pas à l'école. Il peut même aller parfois à l'école, même 2 ou 3 fois par mois. Parfois, le jour où il décide de l'amener à l'école, la maîtresse m'appelle vers les 10 heures. Madame, votre enfant, ça ne va pas, il est tout mouillé. Je suis obligée de courir, aller le prendre. Il ne va pas à l'école normalement. Mais il aime bien, comme c'est un enfant qui aime bien aller à l'école, il veut tout faire comme les autres. Mais la santé ne lui permet pas. La santé ne permet pas. Parfois, je constate qu'il a déjà fait les selles. Parfois, ses amis lui disent, Nando, quitte à côté de nous, tu as fait les caca, tu as fait caca. Quitte à côté de nous, tu as fait caca. Ça me fait mal. Et comme lui, il aime aller à l'école, je ne peux rien faire. Tout ce que je peux faire en longueur de journée, c'est de le surveiller, de peur qu'il ne se fasse mal. Clarence peine à oublier les moments qui l'ont le plus attristé depuis que son fils est dans cet état. Une fois, c'est que j'étais ici avec lui. Subitement, il est sorti parce qu'il a vu les autres enfants jouer le ballon. Il a couru aussi pour aller jouer. À peine il s'est placé au milieu d'eux, ils étaient en train de jouer. Un a lancé le ballon, ça a tapé justement son ventre. J'étais ici dedans. J'ai seulement entendu, l'enfant a poussé un cri. Même les gens qui travaillent de l'autre côté, tout le monde est resté tranquille comme ça, connaissant son problème. Tout le monde était glacé. L'enfant a poussé un cri, il a commencé à s'enrouler au sol. Maman, maman, maman. Tout le monde était tranquille. Moi-même, j'ai eu peur. Je me suis placée devant la porte et j'ai souvent dit que ouais, qui a coupé mon cœur comme ça et qui m'a encore fait mal comme ça aujourd'hui. Mais je ne pouvais rien parce qu'il était en train de jouer avec les autres enfants. Il s'enroule au sol. Je viens regarder sa couche, comment il était en train de saigner. Mais je pouvais faire quoi? Je lui ai donné les remèdes que j'avais. Toute la nuit, l'enfant n'a pas dormi. Nous sommes allés à l'hôpital, je crois, le jour-là, à 3 h du matin. On arrive chez le médecin le consulte, on lui donne les anti-inflammatoires. Le médecin dit, monsieur, madame, ça va aller, serrez le cœur, ça va aller. On lui a donné les remèdes. Nous sommes rentrés à la maison. Il a fait encore, à ce moment, il a fait presque 3 semaines sans rien faire. Des douleurs au niveau du ventre. Il avait franchement mal. Il ne voulait même pas manger, il ne voulait rien. Il disait seulement que maman j'ai mal, je veux me coucher, maman j'ai mal, je veux me coucher. Et là où j'ai encore perdu espoir, j'ai seulement dit que ouais Seigneur, si tu m'as aidé jusqu'à maintenant, je sais que tu le feras jusqu'à la fin. S'il n'est pas mort dans les premiers jours où il est né, et où j'ai enduré toutes les grandes souffrances, je sais que jusqu'à présent, un jour, papa, je sais que tu vas me venir en aide. C'est-à-dire ma plus grande douleur, ma plus grande difficulté dans le problème de mon enfant encore. Parce que c'est le problème de moyens. Un problème de moyens, c'est ça qui fait en sorte que je cale dans un même hôpital, là où l'opération a échoué la première fois et je suis toujours là-dedans, même quand il a les problèmes. Parce que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens pour pouvoir aller encore dans un autre hôpital. Peut-être qu'il peut y avoir des solutions ailleurs. Mais je me pose la question, sans argent, comment je vais aller dans un hôpital? Je vais faire comment? Voilà comment je suis obligée d'aller toujours, même quand il ne se sent pas bien, je suis toujours chez le même médecin, chez le même docteur tous les jours, je suis toujours là-bas. Alors que si j'avais l'argent, mais les moyens ne me permettent pas pour pouvoir aller encore ailleurs, tenter dans des autres hôpitaux, mais je ne peux rien. Je suis condamnée, faute de moyens. Voilà 2 enfants qui veulent vivre comme ceux qui ont leur âge, 2 enfants qui n'ont pas demandé à naître, mais qui sont dans cette situation. Ils sont sans anus, ils sont nombreux également dans ce même cas et qui n'ont pas la possibilité de passer sur ce plateau. Et avec votre concours, ceux-là vont également peut-être retrouver le sourire comme les enfants de leur âge. Vous avez donc la possibilité de continuer à contribuer comme vous l'avez l'habitude de le faire et c'est un honneur de savoir que vous êtes nombreux à faire ce geste-là. Sur ce plateau, nos invités sont toujours là.
Docteur Meledi, vous avez suivi ce reportage, ces 2 cas, il y a plusieurs comme ça à travers le pays. Qu'est-ce que ça suscite en vous comme réaction? C'est un témoignage pour lequel on a encore envie de dire que c'est l'humanité en souffrance dans toutes ses déclinaisons. Et on est une fois de plus touché, on a même envie de dire qu'on est débordé par la souffrance humaine. Ça vient de tous les côtés, en quelque sorte. Il ne faut pas qu'on se décourage, il y a des solutions. Et là, pour le cas qui a été présenté ici, le terme technique, c'est l'imperforation anale. Heureusement, ici, c'est un cas relativement simple s'il est pris en charge très tôt. Quelques jours après la naissance, c'est des problèmes qui sont faciles à régler par le chirurgien. Et ensuite, lorsqu'on tarde un peu, ça devient un peu plus compliqué. Mon collègue, Dr Gadje, va donner plus de détails là-dessus. Professeur Lehmann, on se retrouve toujours face à cette même situation. Il n'y a pas assez de sensibilisation. Vous êtes des spécialistes, il faut davantage informer les populations. Si ça avait été peut-être... bon, on l'a découvert tôt, mais on ne savait pas, on ne sait pas exactement comment faire. Oui, le témoignage est assez poignant, mais dans le cas d'espèce, ce n'est pas une maladie infectieuse comme celles passées. Moi, je pense que ce cas est, est remarquable. L'attitude de la dame, de la mère, est positivement remarquable parce que les moyens, les mesures d'hygiène, c'est ce qui m'a frappé, qu'elle prend au quotidien, permettent au moins de préserver l'enfant en attendant que des spécialistes interviennent. C'est de ça que nous parlons quand il s'agit d'une fatalité comme celle-là. Avec les moyens dont on dispose, on peut garder la tête haute, faire quelque chose, poser les gestes qu'il faut en attendant que l'espoir arrive. Donc c'est la leçon que je tire de ce reportage. Un cas aussi grave, fatal, mais une attitude qui permet que l'enfant tienne le coup en attendant les solutions idoines. Il y a également qu'il y a des risques d'infection aussi. Justement, parce que c'est évident que c'est très risqué cette situation, parce que les microbes, il y en a partout. Et évidemment, ça nécessite un effort supplémentaire des parents. Et c'est ce qui est pathétique et qui est alloué en même temps dans cette situation. Docteur Gadje? Oui, merci Flavien. Je pense que ce que mes collègues, mes confrères viennent de dire sont patents. En dehors de la souffrance humanitaire qui encadre ces cas, il y a la négligence humaine aussi qui est pour beaucoup là-dedans. Si on commence, ne serait-ce qu'au niveau de l'astomie, c'est-à-dire de l'anus, il y a qu'on a fait pour pallier à cette imperforation. C'est tout un soin que les gens ne connaissent pas. On voit que les mamans sont abandonnées à elles-mêmes avec l'enfant. Déjà qu'à l'hôpital, il y a des infirmières spécialisées pour l'entretien, pour les pansements d'estomie. Ce n'est pas n'importe qui le fait. Tel que je le fais là, pour n'importe quoi, vous mettez sur la plaie, il y a 1000 raisons pour que ça s'infecte. Et pour arriver au cas de la pathologie, l'imperforation anale, c'est un défaut de constitution du tube digestif terminal. Vous comprenez, c'est fréquent en ville, hein, ce n'est pas seulement ça. Et c'est une pathologie qu'on traite rapidement, c'est-à-dire dans les premiers jours de la naissance, les premiers mois, et qui ont de bons résultats. Et il y a plein de chirurgiens pédiatres actuellement au Cameroun. On ne peut pas dire que ça en manque. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup si on ne les maltraite pas. Et ça c'est vrai, parce que les grands hôpitaux doivent disposer de chirurgiens pédiatres. Et ils le prennent tôt en main. Nous n'aurons pas ces cas qui se baladent dans la rue. Est-ce qu'on peut reconstituer? Quand ça évolue, quand ça évolue à cette phase, vous savez, l'anus, il y a déjà les sphincters internes et les sphincters externes de l'anus.
Lorsqu'on laisse plus, ça se prolonge, plus ça se retracte. Et il y a le moyon anal même, qui se retracte. Le rectum ne se constitue pas dans toute sa longueur. Et tout remonte vers le haut. Le sigmoïde, tout s'est ramené dans le ventre. Alors, pour opérer, ça devient un cas de chirurgie grave pour ce qui était bénin au début. Parce que là, ce n'est pas n'importe qui doit y aller maintenant. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des échecs parce que les chirurgiens vont tomber là-dessus, chacun va faire un peu ce qu'il peut faire, mais ça ne respectera plus les différents éléments. Il y a certains tuyaux qui ont des muscles au niveau de la paroi, au niveau du rectum, il y a des muscles qu'il faut respecter, et au niveau entre la jonction anus, du moins, canal anal et rectum, c'est un autre tissu. Voilà. Là, il faut savoir respecter tout ça, les ramener les sphincters pour qu'il y ait la défécation soit possible. Sinon, vous allez laisser un tuyau qui passe, qui ne se referme plus. Donc tout ça, ce n'est plus l'affaire de ces chirurgiens pédiatres, ni de ces chirurgiens généralistes. Il faut associer un plasticien. Parce que tout ça, la reconstruction, le neo-rectum, ça, ce sont les affaires du plasticien. Mais il faut y associer les chirurgiens pédiatres parce que c'est leur dada. Quand on aura fait ce qu'on doit faire, on laisse celui qui doit terminer. Voilà. Pour ce cas-ci, c'est dommage qu'on ait laissé des enfants grandir jusqu'à cet âge pour en faire un cas social. Mais comme ça c'est arrivé là, ça devient un cas social. Parce que c'est une grande chirurgie qui va être coûteuse, alors qu'au début, ça ne devait rien coûter du tout. Alors, c'est possible ici, au Cameroun? Ben, il y a plein de chirurgiens là en ville, hein. Il y a plein de chirurgiens pédiatres que je connais qui peuvent se lancer à ça. Il y a plein de chirurgiens spécialistes en chirurgie viscérale qui se débrouillent pas mal sur ça. Donc il faut seulement les chercher, les retrouver, hein. Il y en a en ville. Et vous avez dit s'ils ne sont pas malmenés? Oui, s'ils ne sont pas... Non, je ne veux pas entrer dans les polémiques, s'il vous plaît. Je ne veux pas entrer dans les polémiques. Écoutez-le comme ça. Dr Meledi. Oui, ça veut dire que s'ils ne sont pas mal payés. Oui. Je pense qu'il a dit effectivement, le problème, il y a beaucoup de négligence là-dedans au départ et puis même à l'arrivée. Il y a beaucoup de négligence et c'est des problèmes simples. Hein. Il faut qu'ils soient pris en charge dès le début et on évite des catastrophes. Mais là encore, on retombe sur la même problématique, celui de la pauvreté. Celui de la pauvreté, c'est la même problématique. Et là, c'est un peu le problème de la double peine. Ce sont ceux qui sont pauvres, qui ont des maladies qui sont difficiles à prendre en charge. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, il faut plus d'hygiène pendant l'entretien, parce qu'on a vu des moments, on a évoqué avec le professeur Lehmann qui constate véritablement qu'il faut beaucoup plus de méthodes d'hygiène pour éviter l'infection de cet endroit qui a été ouvert par un médecin pour permettre à l'enfant de se mettre à l'aise. Et ça vient de manière inopinée. Je veux dire, ces déchets qui sortent de manière inopinée. Ça n'a pas la même pression. Oui, ça sort de manière inopinée, mais l'hygiène dont on parlait, il faut vraiment que les mamans soient formées. Parce que, comme le docteur le disait tout à l'heure, dans les pays développés, ou même ici au Cameroun, il y a des infirmières dédiées à la prise en charge aux soins de cet anus artificiel, parce que ce n'est pas un anus naturel. En termes techniques, on appelle ça des stomies. Aux soins de cet anus artificiel, il faut des soins bien particuliers pour ça. Et donc, il y a des infirmières qui ont été formées à cela. On doit former la mère à cela pour que, justement, l'hygiène soit très rigoureuse. Sinon, les problèmes commencent. Merci à vous ou d'avoir dit quelque chose, mais maintenant, il faut beaucoup de moyens pour sortir ces enfants de cette situation. Et là, nous en appelons à plus de solidarité, ce qui est d'ailleurs habituel sur ce plateau et dans cette émission. Les contributions sont toujours attendues pour opérer ces enfants et pouvoir restituer donc ce qui leur manque de toute façon. Merci à vous, chers messieurs. Docteur Meledi, je rappelle que vous êtes dermatologue vénérologue et que vous travaillez à l'hôpital général de Douala. Avec Docteur Gandieu qui est également chirurgien plasticien. Oui, je suis le fondateur de la clinique des brûlés. Bien entendu. Voilà. Merci. Et je suis un ancien de l'hôpital général. Ça fait des années.
Alors, professeur Lehmann, merci également d'être venu sur ce plateau. Vous êtes biologiste et enseignant à l'Université de Douala. Je vous remercie pour l'invitation et espérons que tout aille mieux pour les cas que vous avez présentés lors de votre émission. D'accord. Nous attendons vos contributions de toute façon, vous qui êtes également sur ce plateau. Irène Tembe est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Flavien. Quelle est la situation financière de ces deux cas? Depuis le 30 mars dernier, les différentes contributions sont les suivantes. Franck, 5 000 francs. Monga Blaise, 2 000 francs. Association Horizon Bilingual Women Solidarity Group, 133 100 francs. Mama Jeannette, 4 000 francs. Baboulé Daniel, 1910 francs. Chiosé Dogmene, 9 850. Chumchua Petou, 1910 francs. Biégué Foisep, 4 850. Joaquem, 910 francs. Tekam, 4 850. Toa, 1910 francs. Kopatanke, 910 francs. Makatoukam, 1910 francs. Témoigné Tuente, 4 850 francs. Oustagaï, 5 350. Aimé, 5 000 francs. Un bienfaiteur de l'Ocom, 47 000 francs. Monsieur Camara Alain, 9 850. Alain, 20 000 francs. Françoise Ngoumé, épouse et Sombe, 5 000 francs. Famille Tenodio, 10 000 francs. De contributeurs, 50 000 francs. Madame Anne, 4 000 francs. Maman Marie depuis Bandjoun, 30 000 francs. Massaran Jolo, 1910 francs. Un bienfaiteur de Ndokpassi, entrée lycée, 10 000 francs. Donald, 10 000 francs. Nadège, 20 100 francs. Monsieur Kingé Atanas, 10 000 francs. Pascal Ayarma, 5 000 francs. Guabé Francis, 10 000 francs. Antoine, 2 000 francs. Une bienfaitrice du Gabon, 20 000 francs. Une maman et sa progéniture, 10 000 francs. Feu le Fac Étienne, 4 850. Doumbé Dobo Annette, 3 000 francs. Marie-Grâce de la Guinée équatoriale, 1 500. Kouabou Fatou, 5 000 francs. Famille de Yaoundé, 10 000 francs. Famille Kamta à Malabo, 10 000 francs. Madame Voufo, 4 000 francs. Anafak, 5 000 francs. Un bienfaiteur, 98 500 francs. Un étudiant de Sianto, 5 000 francs. Une bienfaitrice, Ngopoga Anne, 4 850. Une bienfaitrice, 10 000 francs. Yatou, 10 000 francs. Nanko, 4 850. Dengue, 1000 francs. Elombo, 1000 francs. Choudine Awe Fongam, 10 000 francs. Famille Fossi, 4 850. Monsieur Mouté Luc de Bafoussam, 20 100 francs. Monsieur Bakindek de Yaoundé, 5 000 francs. Evaren Kenfak, 3 000 francs. Famille Osumbe de Bepanda La Paix, 30 000 francs. Djeli de Douala, 50 000 francs. Ngomonlok Anne Pluchéry, 4 850. Kameni, 2 000 francs. Chokonte Ekmon, 11 000 francs. Chouate Joël, 5 000 francs. Madame Akindi de Marois, 5 000 francs. Franck de Marois, 5 350. Bertois, 10 000 francs. Yango Thérèse, 10 000 francs. Go Bombe Marie-Madeleine, 3 000 francs. Mademoiselle Sam, 4 850. Antoine, 3 000 francs. Véronica, 14 600 francs. Akaleke Jérôme du Gabon, 15 000 francs. Zefak Chafak Caroline, 3 000 francs. Mikwaku Lucien de Moulundo, 5 000 francs. Tenate Léopold, 2 500 francs. Famille Lagnou Martin Ngouandi, 200 000 francs. Mama Boula, 5 000 francs. Monsieur et Madame Foucault, 4 000 francs. Une téléspectatrice, 5 000 francs. Un sympathisant, 50 000 francs. Antoine, 2 000 francs. Diane Gono, 5 000 francs. Un bienfaiteur, 5 000 francs. Ebénié, 2 000 francs. Un citoyen camerounais, 9 de Bafoussam, 9 850. Une chrétienne, 2 000 francs. Madame Kepché Edwige, 10 000 francs. Un bienfaiteur de Marois, 10 000 francs. La semaine dernière, nous étions à un montant de 425 000 francs. Ajouté aux différentes contributions de cette semaine, nous nous retrouvons à un montant de 1 461 440 francs CFA.
Je tiens, Flavien, déjà à remercier grandement la générosité et surtout les téléspectateurs et bienfaiteurs de l'émission Regard Social, parce qu'en une semaine, nous avons pu récolter 1 million de francs CFA. Là, nous saluons déjà nos chers bienfaiteurs et nous les prions parce qu'il y a encore beaucoup à faire, de continuer via le 690 50 50 94. Nous attendons vos dons et merci aussi pour les soutiens moraux, pour les soutiens spirituels et pour toutes sortes de soutiens que vous avez l'habitude de nous apporter via WhatsApp, via Imo, via Facebook. Nous vous disons merci. Merci à vous donc. Merci également à ceux qui sont restés avec nous. N'oubliez pas qu'il y a également le cas de Micheline, qui était également sur ce plateau. C'est elle qui a d'ailleurs motivé le programme de ce soir. Je voudrais dire merci à ce grand public qui nous a accompagnés ce soir. Merci également à toute l'équipe technique, Carlos Minoué, Eric Ouattad, Georges Mitterrand, Séverin Tchumban, une équipe chapeautée par Danny Warenzede, qui est le réalisateur de cette émission Regard Social. Je voudrais également remercier le chef opérateur Samuel Tchoufa, qui m'a aidé donc à préparer cette autre édition de Regard Social. Je suis Flavien Ndongo. Madame, Monsieur, bonsoir.